Le fait du jour, c'est l'accord de principe entre la Russie et l'Ukraine pour cesser les hostilités en mer Noire annoncé hier par la Maison-Blanche. Depuis, il y a eu comme un hic et c'est souvent le cas avec les Russes. Ils ont dit oui, mais lever de certaines sanctions. On va en parler de tous les enjeux qui se croisent et s'entrecroisent dans cette mer Noire avec notre invité du jour, Christian Buchet. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes expert en géopolitique de la mer, vous êtes directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris et auteur de Osons la mer aux éditions Le Cherche Midi. Pour vous interroger à mes côtés également, Claire Fournier que je salue, bonjour. Xavier de Chacomoni que je salue, Nivine Potros que je salue également et Yann Dos que je salue bien évidemment. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Avant de vous entendre, on va prendre la direction de Moscou pour vous retrouver Jérôme Garraud. Jérôme, merci beaucoup d'être avec nous. Dans quelle mesure l'issue des discussions hier ressemble à un cadeau accordé à Poutine ? Bonjour à tous. C'est une victoire quasi stratégique pour le Kremlin. Vladimir Poutine obtient absolument tout ce qu'il veut. Déjà, les bateaux russes vont pouvoir de nouveau naviguer en mer Noire. Depuis des mois et même depuis des années, les bateaux étaient harcelés par l'armée ukrainienne. C'est d'ailleurs un des grands succès de Kiev depuis le début de la guerre. Donc la navigation russe était entravée et à présent, ça va pouvoir reprendre. Deuxième point très important, les Américains s'engageraient à lever les sanctions économiques qui pesaient sur les exportations de produits agricoles, des produits de la pêche et des engrais. Ça, c'est extrêmement important, russes. Donc, ça va aussi donner un petit peu d'air à Moscou. Alors, sans surprise, le Kremlin se dit aujourd'hui très satisfait de ces négociations. Et c'est peut-être pas terminé. Il y a sans doute d'autres points d'accord, puisque Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, annonce qu'une nouvelle déclaration commune avec les États-Unis devrait bientôt être diffusée. Merci beaucoup Jérôme, on suivra bien sûr tout ça avec vous et grâce à vous depuis Moscou. Merci beaucoup Jérôme. Christian Buchet, la mer Noire, un accord à l'avantage des Russes. Pourquoi ce serait à ce point un tournant en faveur des Russes ? Je ne sais pas si c'est en faveur des Russes. Les Russes, il faut savoir qu'on est en négociation. Les Russes ont beaucoup perdu, beaucoup plus que ce qui n'avait jamais été imaginé. Il y a un élément sur lequel on n'insiste pas suffisamment. C'est l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Ça veut dire que la Baltique, la porte du Nord, est totalement otanienne, sous l'emprise des pays de l'OTAN, en dehors d'une petite poche devant Saint-Pétersbourg et d'une poche devant Kaliningrad. Quand vous êtes russe, vous savez que l'histoire russe apparaît sur la scène internationale à partir des années 1713, lorsque Pierre Ier, qui devient Pierre le Grand de ce fait, développe un port sur la Baltique, Arkhangelsk et Saint-Pétersbourg. C'est à partir de ce moment-là que la Baltique, qui était totalement suédoise, commence à devenir un peu plus partagée, et c'est seulement à partir de ce moment-là que la Russie existe sur la scène internationale. Le problème de la mer du Nord, de la Baltique, c'est que c'est pris une partie de l'année par les glaces. Et que l'obsession dans l'histoire russe, c'est l'accès au port du Nord. Il faut être très clair, les Russes ont mis 120 ans à démanteler l'Empire ottoman pour avoir accès à la Crimée. Ça remonte en 1783, c'est Grigori Potemkin, l'un des nombreux amants de Catherine II qui s'en empare. Dès qu'on a pu essayer de contrecarrer, gêner les Russes sur ce sujet-là, on s'est même allié aux Anglais, c'est tout dire, vous voyez, au 19e siècle. Nous avons une guerre de Crimée de 1853 à 1856, avec des souvenirs un peu dans un certain nombre de villes de France. C'est-à-dire que tout ça se met en place. Si les Russes n'ont pas Sébastopol, si les Russes n'ont pas accès à la mer Noire, vous allez me dire, mais ils ont accès au Pacifique par le Vladivostok. Oui, mais pardonnez-moi, c'est un petit peu loin, les flux ne peuvent pas passer par là. Si les Russes n'ont pas accès à la Crimée, la Russie n'est pas une puissance stratégique tout court. C'est ce que Poutine nous fait comprendre, enfin, tout le monde l'a compris, mais lorsque Poutine a dit qu'il était envisageable d'utiliser l'arme nucléaire, si les intérêts stratégiques de la Russie étaient touchés, il spécifiait la Crimée. Dans nos médias, depuis 3 ans, on ne cesse de dire la Crimée, mais aucun des 2 chefs d'état-major de l'armée américaine n'a jamais dit qu'il s'agissait de reprendre la Crimée. On sait très bien que Poutine utilisera l'arme nucléaire, au moins tactique. Et d'ailleurs, la Crimée, on n'en parlait pas depuis 2014. Et d'ailleurs, en 2016, Poutine a mis des missiles stratégiques nucléarisés en Crimée. Donc vous voyez, la Crimée est tout à fait hors jeu. Le débat, un jour viendra où il faudra prendre du recul par rapport à cette guerre. Pourquoi elle ne s'est pas arrêtée plus tôt ? Parce que je suis convaincu que si les États-Unis et la Chine avaient voulu siffler la fin de la partie il y a 1 an et demi, on y serait parvenu. Et très honnêtement, je vais peut-être vous choquer, mais je vais répondre à votre question. Aujourd'hui, c'est plus difficile de faire la paix qu'il y a 1 an et demi. Poutine était aux abois il y a 1 an et demi. Il aurait été beaucoup plus conciliant. Vous avez aujourd'hui une Russie qui sait que le temps joue pour elle.
Parce qu'on ne peut pas gagner militairement contre la Russie. Ou alors il faut une guerre éclair. On ne l'a pas eu. Bon. Donc à partir de ce moment-là, que faut-il faire? Bon, Poutine, il a perdu toute la Baltique. Il a 1 million de blessés et de morts pour 20% du territoire ukrainien. Mais comme l'a dit Trump, c'est ridicule. Et il a perdu en plus Tartous en Syrie, parce que rien n'est le fait du hasard. Tartous en Syrie, c'est le seul port de présence militaire russe en Méditerranée orientale. Mais pourtant, vous dites qu'il est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 1 an et demi, donc qu'il est à l'avantage. Ah bah le temps joue pour lui. C'est d'ailleurs ce qu'il essaye de faire. Il essaye de faire traîner un petit peu les choses. Bon, mais on arrive dans le vrai sujet, qui est la question des flux. C'est pas tant Poutine, bon, c'est un homme du XXe siècle. Vous savez, la géopolitique, on va y mettre fin bientôt. On est rentré dans un nouveau temps qui parle de géoéconomie des flux. Qui gagne aujourd'hui? Vous avez des pays qui s'en sortent bien depuis 3 ans. Les États-Unis d'Amérique, on parlait de l'OTAN qui était en mort cérébrale. Je crois que c'est le président de la République qui a dit ça il y a quelques années. Mais elle n'est plus du tout en mort cérébrale. Elle s'est jamais aussi bien portée, l'OTAN. Qui est en mort cérébrale aujourd'hui? C'est l'Union européenne. Je voudrais pour être tout à fait complet, là, on a parlé des avantages et des enjeux pour la Russie. Mais il faut peser aussi ce que ça représente pour l'Ukraine, ce qui vient de se décider en termes de concessions. Le poids, après 3 ans, avoir gagné sur ce front-là et peut-être seulement sur celui-là. On regarde un extrait d'un reportage exceptionnel qui avait été tourné il y a quelques semaines par notre équipe, Charlie Nurel et Camille Souhaut, tourné sur un patrouilleur ukrainien en septembre dernier. S'ils n'ont pas la maîtrise dans l'air, les Ukrainiens ont en revanche le contrôle sur l'eau. Grâce à ces drones navals, des unités de renseignement qui harcèlent les navires russes, forcés de se retirer des bases de Crimée pour revenir en Russie. Ça a changé les règles du jeu. Maintenant, ils peuvent juste observer la zone avec leurs avions et chercher à débusquer nos drones avec leurs hélicoptères. La situation est qu'ils sont sur leur base en Russie. Ils n'osent sortir en mer qu'avec les sous-marins. Les sous-marins, nouvelle cible prioritaire. Le 5 août dernier, les Ukrainiens ont frappé pour la 2e fois un sous-marin russe en Crimée. Donc Christian Buchet, pour tout comprendre, ce que ça représente aujourd'hui pour les Ukrainiens, ce qui s'est décidé, ce qui s'est dénoué hier, cet accord de principe en ce qui concerne cette mer Noire. Alors d'abord, c'est pas aussi caricatural tout ça. Même le président de la République parle de quelque chose qui va dans la bonne voie. Le président Zelensky Vous voulez de l'accord de principe? Oui. Voilà. Vous dites que c'est pas si caricatural, c'est-à-dire que l'encre n'est pas sèche et tout n'est pas arrêté. C'est-à-dire l'obsession aujourd'hui, est-ce qu'on veut, mais la question se pose à chacun d'entre nous, est-ce qu'on veut la paix ou est-ce qu'on veut continuer la guerre? Oui. En sachant que l'Ukraine ne l'emportera pas. En sachant que là où j'ai évoqué la question, c'était plus facile de faire la paix il y a 1 an et demi parce que Poutine n'était pas en économie de guerre. Aujourd'hui, si vous voulez, Poutine, il a énormément perdu. Donc si vous voulez un compromis, si vous voulez la paix, alors, encore une fois, il faut représenter, c'est ce que j'évoquais, il faut voir ce que représente la Baltique pour les Russes. Donc il faut bien trouver des compromis. Mais là, je voudrais qu'on reparle. Personne ne sera d'accord. Ce qui s'est passé hier, ce qui est en train potentiellement de se dessiner sur la mer Noire pour les Ukrainiens, ça veut dire quoi après 3 ans de guerre? Ça représente quoi de ce qui est en train de se passer? Écoutez, la marine russe, elle n'est pas détruite. Je suis pas sûr que ça pose vraiment des problèmes plus que ça. La seule difficulté, vous savez, c'était pas tant Kiev que Poutine voulait éventuellement, c'est surtout Odessa. Si les Ukrainiens comme les Russes n'ont pas accès à la mer Noire, il n'y aura plus d'Ukraine. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, oui, la Russie est asphyxiée économiquement. On le voit. Ils ont été incapables d'arrêter l'État islamique par rapport, effectivement, au port de Tartous. On voit aujourd'hui qu'ils ont besoin absolument qu'on délivre, de vendre leur blé. C'est au moins, je crois que c'est 50 millions de tonnes qui partent, plus de 20 millions de tonnes d'engrais. Donc, ils ont besoin de ça. Mais comment voulez-vous parvenir à la paix s'il n'y a pas un compromis? Le problème, c'est que personne ne sera heureux. Il faut arrêter cette guerre. Pourquoi? Parce qu'elle pose les pires problèmes. D'abord, il y a des gens qui meurent des 2 côtés. Il y a des revendications légitimes qui sont enfin évoquées parce qu'on commence à parler des enfants ukrainiens qui ont été déportés effectivement en Russie et les Russes commencent à être prêts à parler de ça. Mais la question de fond, est-ce que vous voulez la paix ou la guerre? Poutine a perdu énormément. Personne ne peut perdre la face dans tout ça. Donc il s'agit de trouver un compromis. Et le compromis, c'est certainement débloquer ces relations. Poutine a intérêt à ce que ça dure. Donc si les Américains veulent aboutir rapidement à une paix, il faut faire des compromis à la Russie comme ils en font à l'Ukraine. Mais sortons du manichéisme qu'on pratique chez nous en Occident depuis 2 ans, voire même un certain simplisme. On peut se poser la question pourquoi Poutine aussi a envahi. C'est une agression, il n'y a aucun doute, je n'aime pas Poutine. Mais
Qui avait intérêt à pousser les frontières de l'Union européenne jusqu'en Russie ? Vous avez fait un très bon reportage à LCI, c'est les présidents français et Poutine. Vous vous rendez compte que tout marchait bien avec Poutine jusqu'en 2004-2005. Mais quand lui a poussé frontières jusqu'à les frontières russes, si vous voulez, là, ça commence à poser problème. Mais est-ce que, pardon, on se pose les questions assez cash. Vous savez, beaucoup vous regardent en disant, est-ce que Christian Buchet est en train d'expliquer que c'est notre responsabilité si on en est là aujourd'hui ? Vous savez, vous faites hurler beaucoup en disant ça. Oui, mais les arguments de François Fillon que vous utilisez. Non, mais c'est terrible parce que l'opinion publique, comme moi aussi, je suis pour défendre l'Ukraine, qui est ce pays agressé, etc. Mais est-ce que l'Ukraine peut gagner aujourd'hui ? Non. Non, là je revenais sur l'origine des responsabilités. Vous étiez en train de dire que si l'Union européenne n'avait pas poussé, on n'en serait pas arrivé là. Non, c'est pas l'Union européenne. Je pense qui avait intérêt en 2014 à pousser le nouveau gouvernement ukrainien à demander son rattachement à l'Alliance Atlantique. On savait très bien ce qu'allaient faire les Russes, c'est-à-dire récupérer l'Ukraine. Pas l'Ukraine, la Crimée. Donc, si vous voulez, à un moment donné, dans quelle mesure, on va les citer pour être plus précis, parce que c'est pas l'Union européenne que j'évoquais, dans quelle mesure les États-Unis n'ont pas leur part de responsabilité en ayant poussé, si vous voulez, l'OTAN, en ayant poussé l'Union européenne à aller jusqu'aux frontières russes. Alors, on échange sur le sujet, on prend le temps. Mais ça, il faut le dire aussi. On continue d'en parler. On va revenir dans les détails de l'accord, parce que c'est dans les détails que se cache le diable, et que se cache sans doute aussi Vladimir Poutine. Il adore ça. Il veut du temps, vous l'avez dit d'ailleurs. Ce temps, finalement, il va l'avoir. Est-ce qu'il va vraiment s'appliquer, cet accord ? Avant même que l'accord puisse s'appliquer, la Russie, le Kremlin, Vladimir Poutine, demande qu'on lève les sanctions commerciales sur tout ce qui est denrées agricoles exportées de Russie. Parce que quand on regarde le trafic en mer Noire, il y a toujours un trafic russe dans l'est de la mer Noire, pas dans l'ouest. Et en plus, faut quand même redire que les Ukrainiens n'ont jamais frappé de bateaux civils, de bateaux de commerce. Ils ont frappé des bateaux de guerre. Donc, quel est son intérêt à part gagner du temps en trafiquant les détails c'est déjà jour après important, jour. Certainement pour lui de gagner du temps. En même temps, si vous voulez laisser la libre... Pour continuer la guerre, hein. Oui, mais laisser la libre circulation et pas lever les sanctions, ça rime à rien. C'est-à-dire, il peut faire envoyer des bateaux... Et du jour au lendemain, on peut lever les sanctions sur le système bancaire SWIFT, ça va être sur compliqué, les banques, parce qu'il y a les sur banques les russes qui sont dedans. sur les bateaux russes. Parce que c'est un ensemble, c'est pas uniquement libérer la mer Noire, c'est libérer effectivement un certain nombre de banques russes qui sont bloquées, faciliter les transactions. Donc il faut le dire, c'est en partie lever les sanctions sur deux éléments importants. Mais vous dites qu'il faut le faire. Le commerce russe, il existe avec les bateaux, mais pas vers les pays qui ont pris des sanctions. Est-ce que vous dites qu'il faut lever ces sanctions pour libérer un peu la... Je ne dis pas qu'il faut lever ces sanctions, je ne dis pas ça. Je dis simplement que où on veut la paix, où on veut la guerre, et qu'il est temps enfin de laisser les professionnels... le juste milieu... Si on s'oppose à Poutine, c'est qu'on veut la guerre? Non, mais c'est pas ce que j'ai dit du tout. Simplifiez pas. Je pense qu'il est temps de laisser les diplomates régler les choses et sortir de cette passion déraisonnable, manichéenne, simpliste de l'opinion publique. Oui, nous sommes tous derrière l'Ukraine. Oui, je suis derrière l'Ukraine. Ça s'entend pas trop. Non, mais attendez, dès qu'on a quelque chose d'un peu nuancé... À vous écouter, juste une chose, à vous écouter, nous occidentaux, on a tellement humilié Poutine et la Russie qu'il faut pas s'étonner de ce qui arrive aujourd'hui. C'est ça que j'ai dit. Ah si, vous l'avez dit. Oui. Je vais dire les choses sous un autre angle. Je pense que l'Union européenne a loupé le tournant. Gorbatchev voulait, et c'est normal, c'est la politique de De Gaulle, faire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Bon, l'Oural, on peut en parler. Mais pourquoi l'histoire ne s'est pas faite en ce sens ? Parce que c'était inconcevable pour les États-Unis qu'il y ait cette complémentarité entre la Russie qui a toutes les matières premières, l'Europe qui a l'argent et qui a tout le savoir-faire. Donc toute l'histoire a été manipulée depuis un certain nombre d'années pour qu'à travers la puissance des faits, la réaction instantanée, cette complémentarité ne se fasse pas. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, que voyons-nous ? On voit... Alors que c'est toujours difficile, la bande à trois, ceux qui ont 3 enfants savent très bien que s'il y en a un qui reste toujours tout seul face aux 2 autres, c'est compliqué. Aujourd'hui, on voit les États-Unis, pour cause, se rapprocher de la Russie. Mais c'était inévitable. Parce quoi ? Parce que l'autre puissance qu'on n'évoque pas assez, c'est la Chine. La Chine a mis sous tutelle la Russie. Les routes de la soie, maintenant, elles sont totalement russes. Bon, et tout n'est pas fini. Trump vous a pas tout sorti de sa manche. Parce que la base arrière du développement économique chinois, ça s'appelle le Brésil.
Donc Trump est en train de montrer les choses du doigt par rapport au canal de Panama qui est tenu en grande partie par la Chine. Bon, ça veut pas dire non plus qu'il va envahir le Groenland. Il envoie des messages codés simplement aux Chinois en disant vous manquez pas de culot. Non seulement vous avez repris le passage du Nord, mais en plus vous nouez des accords économiques. Économique, c'est le flux. On s'en fout de la politique maintenant aujourd'hui avec les Danois et la Norvège. Donc c'est godé. Je vous le mets en mille, d'ici un an, vous verrez le président Trump qui va s'intéresser beaucoup au Brésil en disant plutôt que de vendre vos bijoux de famille à la Chine, on va vous aider à les transformer en produits semi-finis ou finis. Et vous verrez que là, il garde ça lorsqu'on sera dans le dur du bras de fer qu'il attend, parce que c'est ça qui compte pour lui, entre la Chine et la Russie. Donc, alors, je voudrais qu'on regarde les propos de Volodymyr Zelensky qui viennent de tomber à l'instant, donc je vais les découvrir en partie avec vous. Christian Buchet, hop, je ne sais pas si on peut les voir, ces mots-là, voilà. Volodymyr Zelensky, lancer des attaques d'une telle ampleur après les négociations de cessez-le-feu, parce qu'il y a eu des attaques encore ces dernières heures. Pourquoi ça vous fait souffler ? Parce que c'est aberrant. Qu'est-ce qui est aberrant ? Qui continue ses attaques. Mais la Russie continue ses attaques. Oui, la Russie continue ses attaques. Oui, tout à fait. Donc je poursuis, parce que je vous entendais souffler, je voulais comprendre. Ça me désole de voir ces guerres qui n'en finissent pas, alors qu'on aurait pu l'arrêter il y a un an et demi. C'est ça qui me désole. Regardez ce que dit Volodymyr Zelensky également. Il dit Moscou ne recherchera pas une paix véritable. Depuis le 11 mars, les États-Unis proposent un cessez-le-feu total, un arrêt complet des frappes. Et chaque nuit, par ces attaques, la Russie refuse catégoriquement la proposition de paix de ses partenaires. Ce qu'il dit, c'est que eux, ils veulent bien parler de paix, mais qu'il y a un homme en face qui, en réalité, n'en veut pas. Attendez. Les négociations se font dans le huis clos très serré que personne ne connaît. Tout se joue. Il est dans son rôle, Zelensky. Il a raison de dire ça. Chacun fait monter les enchères, etc. en vue d'une négociation. Laissez les professionnels. Personne ne sera content s'il devait y avoir une paix. Mais ça sera l'intérêt de tout le monde quand même. Alors, Volodymyr Zelensky affirme régulièrement que le Kremlin ment. Les autorités de Kiev font preuve d'un optimisme que, vous l'aurez compris, est très très prudent concernant la possibilité d'un cessez-le-feu partiel ou même total. Mais que ce soit sur le front de l'Est ou au sein de la population civile, les Ukrainiens, eux, n'y croient absolument pas. C'est ce que montre ce reportage qui est signé Thomas Misraki, Vincent Martner avec Kostya Yaremenko. De cessez-le-feu, ici, il n'en est pas question. La mission de ces artilleurs, ralentir l'avancée russe à l'ouest de la ville de Toretsk. C'est l'un des principaux points de tension du front actuellement. Toretsk est tombé aux mains des Russes le 7 février dernier. Depuis, il continue d'avancer. La situation militaire est difficile ici. Les bombardements sont très intenses. Quand les Russes mettent la pression sur nos deuxièmes lignes régulièrement, ça veut dire qu'ils avancent. Ces artilleurs tiennent leur position depuis un mois. Ils ne croient ni en un cessez-le-feu, ni à la paix. La Russie qui envisagerait la paix, je n'y crois pas. Un pays comme la Russie ne comprend probablement que la force. Si quelqu'un pouvait lui imposer la paix, alors peut-être que ça pourrait marcher. Tout le monde est conscient que l'Ukraine ne retrouvera pas ses frontières de 1991, mais chacun espère ici pouvoir au moins récupérer les frontières de 2022. En attendant, tous les soldats présents sur cette ligne de front nous l'assurent, ils vont continuer à se battre. Loin du front, les Ukrainiens ne sont pas plus optimistes, comme à Kharkiv, situé à une trentaine de kilomètres de la Russie, et presque quotidiennement prise pour cible. On ne doit pas s'attendre à ce que la Russie fasse la paix. Ils ont déjà prouvé que leur parole ne vaut rien. Un cessez-le-feu ? Je ne pense pas. Poutine n'en veut pas. Franchement, on n'y croit pas. Nous ne faisons pas confiance aux Russes. Ces derniers jours, les attaques aériennes se sont intensifiées contre les civils. À Sloviansk, dans l'est du pays, plus au sud, à Zaporizhia, ou au nord, sur la ville de Soumy. Ces frappes ont fait plus d'une dizaine de morts. Une centaine de personnes a aussi été blessée. Voilà pour ce reportage fort, une nouvelle fois, Thomas Misraki, Vincent Martner et Kostya Yaremenko sur le terrain. Donc en conclusion, vous estimez, Christian Buchet, qu'il va falloir lâcher du lest à la Russie pour sortir de là? Le lest, il a déjà été lâché pour qu'il soit à la table des négociations. Je crois qu'on est tous d'accord. Que pourrions-nous
donner de plus à la Russie aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne connais pas les revendications de la Russie. Seuls les négociateurs américains et ukrainiens le connaissent, donc c'est très difficile de savoir. Je ne sais pas si Poutine veut continuer ou arrêter. Ce que je sais, c'est qu'il faut certainement préparer la guerre pour éviter qu'elle se fasse. Donc oui, il faut se réarmer, incontestablement. Et dans les mers, puisque c'est votre spécialité, dans les mers, il va falloir qu'on se réarme profondément. Ah, il y a de quoi faire. Il y a une prise de conscience à avoir il y a de quoi sur faire. notre capacité Il faut même un Claude agir. européen. Vous savez, il y a 3 câbles, on peut le dire, parce que tout le monde le sait où c'est, entre l'Irlande et l'Angleterre. Vous coupez ces 3 câbles, c'est 70% des communications financières entre l'ancien et le nouveau monde qui sautent d'un coup. Bon, les Américains conservent leurs données, les Chinois aussi, les Russes aussi. Nous, c'est en grande partie aux États-Unis. Donc, il y a tout un tas d'éléments. Internet, à 98%, c'est des câbles à fibre optique sous-marins. Et les Russes, comme les Chinois, c'est plus les Chinois d'ailleurs, s'occupent beaucoup de ça. Donc, il y a une guerre qui se voit pas. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi l'impact de l'Azerbaïdjan poussé par la Chine et la Russie. Une perte de position française en Afrique, c'est la Chine et la Russie qui sont aussi à manœuvre. Nous sommes en guerre, non pas militaire, mais nous sommes dans une guerre qui s'est déjà généralisée. Je pense qu'il serait bien effectivement de l'arrêter, si c'est possible. Malheureusement, je n'ai jamais vu historiquement un État qui est passé en économie de guerre qui a réussi à rétro-pédaler. Et c'est tout le pari. Est-ce que Poutine pourra rétro-pédaler? On peut sacrifier l'Ukraine pour ça? J'ai pas dit de sacrifier l'Ukraine, on l'a pas sacrifié. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Poutine est en échec aujourd'hui. Il est en échec. Perdre 1 million de personnes, perdre toute la Baltique, perdre Tartou, c'est-à-dire tous ces enjeux, d'avoir vendu même le Kazakhstan quasiment aux Chinois, d'être sous l'emprise chinoise, Poutine fait partie des grands perdants, comme l'Europe. Par contre, les grands signants, Chine, Turquie et États-Unis. Débat, échange de points de vue, questionnement, c'est ça aussi. Christian Buchet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes expert en géopolitique de la mer, directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris et auteur de Osons la mer aux éditions Le Cherche Midi.